Puis je me fais souvent demander la question, tu penses que tu vas reboire un jour? Tu serais-tu capable de prendre un verre? Je dis non, je serais pas capable. Non. J'ai trop à perdre. Ça arrive, là, du monde qui m'aime pas ou qui voudrait pas faire affaire avec moi pour X raison. Il me voit sur le podcast, il m'écoute, puis il se dit, lui, le Castleman, je suis pas capable. Ben tant mieux, tu sais. Tant mieux parce qu'il m'appellera pas, puis j'aurai pas à aller chez eux. Gym ont fermé, je fais quoi? Je m'entraîne un peu à la maison, je vais commencer à courir. Tu sais, c'est vraiment toi contre toi quand tu cours, tu sais. Je fais ma course, puis si je me fais dépasser, c'est pas grave parce que c'est vraiment pas contre moi, tu sais. Welcome to the fastest growing platform in the Gatineau-Ottawa region, bringing you the hottest guests, projects, ideas, MMA talk, and exclusive interviews. The Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai regardé beaucoup. Il fait des podcasts. Il est host du podcast Castleman. C'est un courtier immobilier, chef de l'équipe Castleman. C'est un coureur. En gros, t'es quelqu'un d'occupé. Je me sens occupé, man. Stéphane Castleman aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sobriété parce que je crois que dans bête tes émissions de podcast, tu parles beaucoup de ça. C'est une grosse partie de ta vie. On va parler de ça. Des compétitions aussi de courses que tu fais, de l'immobilier, puis aussi de ton podcast, là, qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Fait qu'on pourrait commencer peut-être, je dirais, ta sobriété. Tu te dis que ça fait depuis 2015 que tu n'as pas touché d'alcool. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Là? Qu'est-ce qui te... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Puis, qu'est-ce que tu consommais, tu sais, qui t'a amené à des moments plus dark, si on peut dire? Bon, on va commencer direct dans le vif du sujet. Voilà. Écoute, vraiment, merci de me recevoir. Puis je trouve ça cool que tu aies parti ton podcast parce que ça faisait un petit bout que tu y pensais. Fait que là, d'avoir parti, c'est cool. Excuse-moi, ma voix, là, je suis comme d'une fin de grippe. Là, fait que Non, c'est bien correct. J'ai pas recommencé à fumer à smoke. Là. Non, c'est bon. Pas de stress. Ben écoute, sobriété, écoute, ça fait depuis 2015 ou 2015 que je sobre, je vais dire, de toute substance. Okay. Parce que, tu sais, oui, il y avait l'alcool, la drogue, tout ça, mais moi, ça a été comme mon mode de vie pendant des années. Là, J'ai commencé à consommer, je me souviens plus exactement là, de la date, là, j'avais comme 15 ans peut-être, là, 16 ans, tu sais. Puis j'ai vraiment accroché tout de suite. Puis l'alcool, pour moi, je voyais ça comme c'est un médicament surtout parce que je faisais bien de l'anxiété quand j'étais jeune, des crises de panique, tu sais, de l'agoraphobie. Fait que, mettons, quand j'étais dans une classe à l'école ou dans un endroit public, peu importe, je faisais souvent de l'anxiété. Puis j'ai compris jeune que l'alcool, ben, ça me calmait, puis ça me permettait, entre guillemets, d'être normal un peu, là, de pouvoir comme faire comme mettons aller au cinéma. Je ne sais pas regarder aller au cinéma. Je faisais trop d'anxiété. Fait que là, en buvant. Fait que mon cerveau, il a associé ça jeune. C'était comme un escape pour toi là, à toutes les fois. C'était une solution pour faire certaines choses. C'était la solution facile. Puis, tu sais, là, je te parle, là, ça, c'était en... Écoute, ça fait 15 ans de ça, là, tu sais. Fait que 15 ans passés. Plus que ça, tu vois, ça. Quasiment 18 ans, tu sais. Puis 18 ans passés, l'anxiété, on n'en parlait peut-être pas. C'était peut-être pas connu comme que c'est aujourd'hui. Tu sais, maintenant, je pense que la stat, ça, il me semble que j'ai lu quelque chose récemment là-dessus, là, que c'était 1 Québécois sur 3 qui souffrait d'anxiété à un certain degré. Fait que c'est énorme, tu sais. Non, quand même. Puis c'est pas tout le monde qui va faire des crises de panique ou de l'agoraphobie, tout ça, mais moi, c'était vraiment un haut niveau, là, tu sais. Okay. Puis ça a été comme long avant d'avoir ce diagnostic-là quand j'étais jeune parce que, tu sais, même j'allais voir les médecins, puis c'était pas connu. Ben, ils savaient pas vraiment ce que j'avais. Pendant un bout, ils pensaient que je faisais de l'hyperventilation, là, tu sais, quand il faut que tu respires dans un sac de papier brun, là, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai essayé plein d'affaires, plein de tu sais, j'ai vu des psychologues, j'ai essayé une couple de médicaments pour finalement me faire dire 1 an plus tard que j'avais un TAG, là, un trouble d'anxiété généralisé. OK. Mais moi, l'alcool, elle faisait déjà partie de ma vie à cette époque-là. J'avais déjà comme associé, comme je te dis, que ça me relaxait, ça me calmait, puis ça me permettait de faire certaines choses. Une vie normale, entre guillemets, on va dire, tu sais. Mais vu que j'étais un intense dans la vie, tu sais, parce que même avant de consommer, j'étais dans le sport, dans le soccer, j'étais dans le skateboard, j'étais vraiment un gars intense, là, tu sais. Fait que quand je faisais quelque chose, je le faisais, tu sais. Fait que l'alcool, c'était pareil. Fait que j'ai commencé à être intense assez jeune. Puis, tu sais, ça m'a amené à faire
certains choix dans ma vie à suivre, me tenir avec certains types de personnes. Puis, mettons, j'ai arrêté l'école quand j'étais jeune. Fait que ça m'a amené à faire ces choix-là. Puis ça a tellement fait partie... Ça a tellement pris une grosse place dans ma vie rapidement. Après ça, oui, il y a eu les drogues qui sont rentrées par après. Mais ça m'a amené à... quand j'ai arrêté... Quand j'ai commencé, mettons, mon processus de rétablissement de sobriété, j'avais 26 ans. Okay. Puis mon pancréas, j'étais rendu vraiment malade physiquement. 26 ans, c'est jeune là, pour être magané comme... À cause de la consommation. C'est ça. Mon Dieu, des fois, ça va être dans la trentaine, dans la quarantaine, on va avoir des problèmes de foie. Puis tout ça, moi, le pancréas, ça a été... J'ai fait une pancréatite, là. OK. En gros, là, le pancréas, il bloque, là, tu sais. Puis c'est supposé de libérer des enzymes, mettons, pour aller... sans te faire un cours de... Non, ben écoute, vas-y, c'est bien correct. Pour aller comme... Je pense que ça va dans ton estomac, puis ça t'aide à digérer, voyons, c'est quoi le mot, là? En tout cas, à prendre tes nutriments dans ton estomac. Okay. Il me semble, c'est ce que je m'étais fait expliquer. Puis le mien, il était bloqué. Ça veut dire que il faisait juste gonfler. Non, c'est ça. Puis j'ai eu une première hospitalisation. Écoute, ça fait tellement mal. Là. C'est épouvantable comment ça fait mal. Puis là, le médecin m'avait dit, j'avais 26 ans dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, tu sais, si tu continues à consommer comme ça, je veux dire, là, j'ai comme skippé bien des années, mais quand j'étais rendu à cette période-là, j'avais un dossier médical assez épais. Là. J'étais allé souvent à l'hôpital pour des problèmes. Puis le médecin m'avait dit, si tu continues comme ça, tu ne te rendras pas à 30 ans avec le mode de vie que tu as, la consommation. Je mangeais mal aussi, je faisais pas de sport, je fumais la cigarette, tout ça. Fait que moi, j'avais 26 ans, j'étais un peu comme careless, je m'en foutais. J'étais comme, whatever. Là, je te dirais pas que j'étais suicidaire ou rien, mais je m'en foutais un peu. J'étais comme, c'est pas grave. Même t'étais nonchalant. Là, vraiment. Puis, j'avais pas... Puis j'ai tout le temps été un petit gars comme avant la consommation qui avait plein d'ambitions, plein de projets. J'étais attiré vers le monde, super social. Puis la consommation, ça m'a vraiment comme... Ça a vraiment mis un frein à tout ça, Okay. Puis là, heureusement, aujourd'hui, je peux retrouver cette ambition-là, puis ce goût de vivre-là, puis tu sais. Non, c'est sûr. Mais à cette époque-là, c'est ça, je m'en foutais. Puis je suis sorti de l'hôpital, j'ai pas écouté le médecin, je suis retourné consommer. Puis 6 mois plus tard, même affaire. Là, on est rendu en septembre, mettons, de cette année-là, tu sais. Même affaire, le médecin me dit, là, Stéphane, t'as pas compris la première fois, là, ton état s'est aggravé. C'est ton dernier warning. Là. Si t'arrêtes pas, tu te rends pas à Noël, tu sais. Mon Dieu, on est fin septembre en 2014. Fait que là, ça m'a fait assez peur. Mais à ce stade-là, c'était pas juste l'alcool. C'était plusieurs drogues. Ouais. Moi, sans te faire l'inventaire de tout ce que je prenais, là, tout ce que je pouvais mettre la main dessus, je le prenais. Okay. Ouais. Fait que si tu me proposais quelque chose, peu importe. Let's go. Puis, Puis crois-tu que c'était l'alcool qui te portait à prendre d'autres substances, mettons? C'était-tu plus facile après l'alcool ou... Ben, c'est sûr que l'alcool, ça t'enlève tes inhibitions. Hein? Fait que tu réfléchis plus, puis on dirait que ta notion du danger... Tu sais, si tu m'avais parlé de cocaïne, mettons, à 15 ans, je t'aurais dit jamais de la vie, moi, je toucherais jamais à ça, ça me faisait peur, tu sais. La première fois que j'en ai fait, de la coke, j'avais 23, puis j'avais peur de ça, tu sais. Je savais que j'allais être trop aimé ça. Okay. Mais l'alcool, c'est que c'est tellement accessible, puis c'est tellement... Je veux pas dire valorisé, mais quasiment, dans le sens que tout le monde en prend. On vient prendre un drink, on va-tu prendre un drink? Hey, on fête à soir, on va sortir le champagne. C'est partout, puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui a un problème avec l'alcool. Fait que le problème, c'est pas l'alcool en soi. Mettons, c'est moi, ma relation avec l'alcool. C'est ça. Le problème. Non, ben c'est ça. C'est chacun, ils ont ses démons à propos de ça, puis ça t'apporte à peut-être faire d'autres choses. Puis moi, ce que je pense, peut-être je me trompe, c'est que lorsque tu associes souvent, mettons, la consommation à certaines choses, c'est là que ça devient difficile à peut-être t'en détacher. Puis, comment je peux dire, si tu associes consommer ta cocaïne quand tu bois, ben ça devient plus dur boire. Tu sais ce que je veux dire? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, on a des comportements comme ça. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, mettons le dimanche, là, on enregistre, on est dimanche. C'est souvent ma journée pizza. Okay. Tu sais, je fais ma longue course le dimanche matin. Puis dimanche soir, souvent, c'est ma journée pizza. Okay. Mais, tu sais, c'est rendu que je l'anticipe. Tu sais, le samedi, je le sais. Je suis comme, OK, demain,
Je vais faire ma course, je vais faire ma pizza. Fait que tu sais, on a des comportements comme ça. Ton cerveau associe vite. Puis là, si je mange pas la pizza, je vais pas être en craving, mais tu sais, je vais sûrement y penser comment que j'ai pas mangé une pizza aujourd'hui, tu sais. Ben, fait que la consommation, c'est pareil. Si t'es habitué de faire de la coke quand tu bois, ben à toutes les fois que tu vas boire, tu vas dire, ben je veux faire de la coke, tu sais. Si t'es habitué, tu fumes pas la cigarette, mais quand tu prends un verre, tu fumes une cigarette. Tu vas fumer une cigarette. Exactement. Si à tous les jeudis, tu sais, le gars qui a sa paye à tous les jeudis, ben, il s'en va s'acheter une 12, ben, ça devient comme une habitude, puis c'est peut-être pas une 12, mais peu importe. C'est rendu facile. Tu sais, c'est ça. Ça se fait one shot. Exact. Fait qu'il y a des habitudes à briser aussi quand tu arrêtes de consommer. C'est ça, c'est d'arrêter d'associer certaines choses à d'autres choses. Ouais. Tu sais, quand tu allé au cinéma, arrêter de boire avant d'aller au cinéma, tu sais, autre cas de même, c'est ça qui devrait être dur. Là. Ben, il a fallu que je réapprenne à vivre sur un paquet d'affaires. Là. Moi, ça m'a vraiment amené loin la consommation. Puis quand j'ai arrêté, il a fallu que je fasse une thérapie. Fait que bon, en thérapie pendant 3 mois, comme moi, je veux dire, je me lavais une fois par semaine, je me brossais les dents mon 2 jours. Là, j'étais dans rien de bon. Ça n'avait plus de bon sens la façon que je vivais. Non, c'est ça. Puis quand j'étais dans cette thérapie-là, ben, j'ai comme réappris à manger 3 fois par jour, à prendre une douche le matin. Si on avait des vélos stationnaires, là, je faisais un peu de vélo juste pour bouger. Ça faisait des années que je faisais plus de sport. Puis comme je te dis, j'ai un background de sportif dans ma famille. On faisait du sport. Puis j'étais dans un programme sport-études à l'école au secondaire. Fait que ça faisait partie de ma vie pendant longtemps. Tu arrives à ta 2e rencontre à l'hôpital. J'imagine que tu as eu une motivation prochaine autour de ce moment-là pour arrêter. C'est-tu pas longtemps après ta 2e rencontre à l'hôpital que tu as arrêté? Ou? Ben, après la 2e rencontre à l'hôpital, j'ai arrêté l'alcool. Okay. Parce que là, c'était une question de... Physiquement, ça rentrait plus. Là, ça rentrait plus. Mais quand tu fais un sevrage d'alcool, parce que ça peut être vraiment dangereux, là, un sevrage d'alcool. C'est pas comme... Tu sais, mettons du pot ou de la coke, t'as pas d'addiction physique. Là, c'est psychologique. Puis quand t'arrêtes, ben, ton cerveau va t'envoyer des signaux physiques que genre t'en veux. Mais c'est pas... Tu sais, mettons comme l'alcool, l'héroïne, des drogues comme ça. Là, c'est vraiment ton corps, il en a besoin physiquement. Là, tu sais. Puis un sevrage d'alcool, ça peut être dangereux si t'as une grosse consommation puis t'arrêtes du jour au lendemain. Ben, ça peut être dangereux. Tu peux faire arrêt cardiaque, arrêt respiratoire, des convulsions, coma, tout ça. Fait que ça peut être vraiment dangereux. Non, c'est sûr. My God. Fait que, ouais, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent qu'il faut pousser le... Non, c'est ça. Ben, moi, tu sais, c'est tellement banal, tu sais. Ben, banal, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, comme tu as dit, tout le monde en a, et on le côtoie tout le temps, tu sais. Ouais, c'est banalisé, c'est là, c'est partout, Mais tu vois, moi, tu me dis ça, puis j'ai jamais vraiment constaté ça ou réalisé ça, tu sais. Puis toi, j'imagine que ça t'a affecté physiquement, quoi. Ah, ben écoute, c'est sûr. Mais tu sais, là, je te parle pour quelqu'un qui consomme à tous les jours depuis des grandes quantités depuis des années, tu sais. Quelqu'un qui a une consommation normale, qui arrête de consommer, non. Il va pas avoir de ça sera pas grosse affaire. Là. Non, c'est ça. Puis, il m'avait donné des activants là-bas, tu sais. C'était un médicament pour faire le sevrage puis calmer, tu sais. Puis, fait que là, j'ai comme resté un peu accroché à ça, puis à d'autres affaires que je prenais aussi. Pendant une couple de mois, tu sais, puis je me suis ramassé, j'ai fait un post là-dessus récemment, là, le 11 novembre, tu sais, le jour du souvenir, c'est comme une date importante pour moi parce que c'est cette journée-là que je suis rentré en thérapie puis que mon processus de rétablissement il a commencé. Parce que j'étais rendu vraiment à un point où est-ce que, tu sais, physiquement, ça allait plus, mais, tu sais, mentalement, psychologiquement, non plus. Spirituellement, financièrement, le monde autour de moi, comme, j'avais plus de ressources, là, tu sais, j'étais vraiment comme au bout du rouleau. Ouais. Puis, je sais pas, man, il y a eu un miracle qui s'est passé cette journée-là. J'ai eu le courage d'appeler dans un centre de thérapie, puis j'ai été passer 3 mois là-bas. OK. Après ça, je suis sorti de thérapie, je te fais l'histoire courte, là. Je suis sorti, ça a été difficile un peu au début parce que là, tu sais, comme je te dis, moi, je partais de tu sais, mettons, tu sais, il y a un gars qui se lavait une fois ou 2 par semaine, tu sais, qui travaillait pas, puis que, tu sais, j'avais pas de compte de banque, ça te donne une idée, à comme réintégrer un peu la société, si on veut, là. Fait que j'ai commencé à travailler, je me suis inscrit au gym, à avoir un mode de vie un peu plus normal. Puis ça a été une année difficile, mais à un moment donné, il y a eu une fois de trop en août 2015, puis là, ça a été la fois de trop, puis j'ai jamais
Jamais retouché. À partir de ce moment-là, fait que là, toi, t'as ta date, là, probablement. J'imagine que du coup, j'allais tatouer sur le chest, sur ses côtes. Là. Non, c'est ça. Fait que tu l'oublieras pas, ça c'est me tente sûr. pas de la scratcher, là. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, ça doit t'apporter de la fierté aussi, tu sais, de le réussir. Ben, de le réussir, oui, mais j'imagine que c'est tout le temps un éternel combat, là, tu sais. Est-ce que c'est tout le temps difficile, mettons, mais encore même aujourd'hui, quand que... Ben... Ceux qui ont déjà consommé vont peut-être comprendre. Là, moi, j'ai plus soif. Tu sais, la soif là, de... Pas soif genre physiquement, là, mais comme la soif, le goût de consommer, il est parti. T'sais. Fait que ça, c'est un miracle. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait des efforts, c'est sûr, mais comme... Tu sais, j'ai développé un côté spirituel aussi à croire que comme il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'a aidé, tu sais... OK. Qui m'a aidé dans mon processus, dans mon cheminement, puis qui a fait que j'ai plus soif aujourd'hui. Parce qu'une obsession, c'est pas... Tu sais, t'as beau être la personne la plus forte mentalement, la plus ci, la plus ça, la plus disciplinée. Quand t'as un problème de dépendance, que ça soit la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, la bouffe, peu importe c'est quoi ta dépendance, quand l'obsession, elle te pogne, puis la switch, à part, puis il n'y a plus rien qui compte sauf ta drogue de choix, il n'y a rien que tu peux faire. Je veux dire, tu peux te battre contre ça pendant so much de temps. Après ça, c'est. Fait que, tu sais, oui, j'ai beaucoup de fierté, mais tu sais, j'ai pas le goût de consommer. Fait que, tu sais, c'est pas un combat aujourd'hui. Tu sais, on a eu notre party de Remax vendredi, tu sais, puis c'est une super belle soirée, c'était le fun. Tu sais, il y avait de l'alcool partout, puis c'est même pas. Tu sais, là, ça fait une couple d'années, fait que c'est même, je le remarque quasiment plus. Les premières années, je te dirais que la première année, c'était un petit peu plus difficile. J'évitais ces places-là, tu sais. Tu sais, mettons, j'allais manger au resto, puis là, au début, la personne, tu sais, peu importe avec qui, je peux-tu prendre un verre? Au début, je disais, si t'en as pas de besoin, tu peux t'abstenir quand t'es avec moi, ça serait gentil, tu sais, ça, je te parle des débuts, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus... ça passe plus heureusement, là, sinon... Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense... Moi, je n'ai jamais vraiment consommé j'ai jamais consommé de drogue dure du tout. Je bois une fois de temps en temps, mais j'ai l'impression que ça pourrait revenir tout le temps. Tu sais, d'un coup que tu le sais, qu'est-ce que c'est? Tu sais, moi, je ne sais pas c'est quoi ça fait l'effet. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai un peu de la misère à dire, mais quand tu le sais c'est quoi l'effet, puis tu l'aimes, tu l'as déjà aimé, ça doit revenir. Tu sais, c'était... À cause que tu le sais, c'est quoi l'effet. T'sais, moi, c'est bien facile de pas le faire, je sais pas c'est quoi. Ouais. Tu comprends? Fait que si tu le sais, c'était pour ça que je me demandais si c'était un combat. Tu sais, dans la. Puis c'est sûr que quelqu'un qui a jamais consommé peut pas se l'imaginer. Non, moi, il y a des choses que je peux être empathique avec le monde qui vit certains trucs, mais si moi je l'ai pas vécu, c'est dur pour moi de dire ouais, je comprends ce que tu vis, tu sais. Mais avec la consommation, c'est le fun au début, là, c'est sûr, sinon, si c'était pas le fun, l'alcool, personne n'en boirait. Non, c'est ça. Fait que les premières années, c'est le fun, tu sors, il n'y a pas beaucoup de répercussions, tu sais. Tu vas avoir, mettons, 9 belles soirées, puis une qui va moins bien se passer, mais c'est pratiquement tout le temps le fun, tu sais. Ou si t'aimes pas ça, ben tu fais juste... Tu continues pas là. C'est ça, non, c'est ça. Mais moi, au début, j'avais vraiment du fun. Puis, tu sais, j'étais un gars de gang, j'étais un gars de bar, j'étais tout le temps partout, tu sais. Puis, j'aimais ça, cette vie-là. Là. Tu sais, j'ai souffert beaucoup, mais par après, quand j'avais 18 ans, 19 ans. C'était le party. Puis, t'étais un jeune de 18 ans. J'étais un jeune de 19 ans. Puis, tu sais, tous mes chums, ils avaient la même vie que moi, tu sais. On s'influençait mutuellement là-dedans, tu sais. Puis, à un moment donné, ben t'avances, puis je fais tout le temps le graphique, là, comme, tu sais, c'est le fun. À un moment donné, t'atteins un point que, comme... C'est plus trop le fun. Ben là, t'es comme à ton summum, puis après ça, ça devient de plus en plus difficile, tu sais, les hangovers sont plus longs. C'est plus 9 sur 10 qui sont le fun, c'est peut-être 1 sur 2. Mais là, les autres, tu commences à te mettre dans la merde, tu sais, là, il arrive ci, il arrive ça. Là, les regrets, les lendemains, hey, t'es-tu correct? Hier, il est arrivé ça. Je m'en souviens plus, tu sais, ou c'est flou. Fait que, tu sais, l'an donné, tu commences à voir plus les conséquences. J'ai perdu mes permis de conduire, ces affaires comme ça. Ça a été. Puis je t'épargne un paquet de détails, là, mais quand donné, là, tu commences à souffrir là, physiquement, psychologiquement, là, ça va plus. Tu commences à perdre du monde autour de toi. Moi, je suis vraiment chanceux. Là, ma famille a été extraordinaire. Là, ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que c'était tout rose, mais ils ont tout le temps été là quand même. Puis, heureusement, là, ma mère a joué un super gros rôle dans
Non, c'est ça. Tu as fait un épisode avec elle, puis tu en as parlé. Là. Ouais, puis c'est un gros épisode. Puis, tu sais, ma mère, elle a vraiment été bonne là-dedans. Comme elle m'a aidé, mais elle s'est aidée elle aussi, tu sais. Non, c'est quand même pas pire. C'est pas tout le monde là, qui ont peut-être l'entourage qui accepte ça. Comment je veux dire? Qui accepte ta dépendance, puis t'aide dans le processus. Il y en a peut-être qui vont juste arrêter. Là, puis... c'est ça, c'est triste, mais des fois, tu sais, quand ça fait... tu sais, moi, j'ai consommé, mettons, 12 ans, là, à peu près. C'est long, 12 ans, là. Tu sais, ça n'a pas été 12 ans de marde, pas de permis de conduire, dans l'excès, mais ça a été 12 ans de, comme, je suis pas sur la bonne voie dans la vie, puis, tu sais, j'ai de la misère, puis mes proches, Fait que ça a dû être vraiment difficile pour eux autres. Ben ouais. Surtout s'ils t'aiment, tu sais, toi, valide de détruire un petit feu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu sais, tu me demandais tantôt si des fois c'était difficile. D'un, j'ai plus soif, fait que, tu sais, merci mon Dieu, j'ai plus envie de consommer, mais, tu sais, j'ai tellement une belle vie aujourd'hui, tu sais, t'as nommé un peu ce que je faisais, c'est le courtage, la course à pied, les ultramarathons, le podcast, c'est tout, comme je trippe à faire ça, tu sais. C'est pas parfait, là, il y a des journées que, tu sais, cette semaine, je suis un peu plus fatigué, là, tu sais, c'est pas tous les matins que j'étais comme excité de me lever, mais, tu sais, jamais au point que... Ben, c'est comme tout le monde, ben, c'est ça, je veux dire... La terre, la vie, elle continue. Mais la majorité du temps, j'ai hâte de me lever le matin, je suis content, j'ai des projets, j'ai du monde qui m'aime autour de moi, je fais ce que j'aime avec du monde que moi aussi j'aime, tu sais. Fait qu'après ça, dire... Puis je me fais souvent demander la question, tu penses que tu vas reboire un jour? Ou tu serais-tu capable de prendre un verre? Tu sais, je me l'ai fait demander vendredi au party, tu penses que tu serais... Je dis non, je serais pas capable, je veux pas le tester, tu sais. J'ai trop à perdre, j'ai bien trop à perdre. Ben, c'est sûr, tu sais, ça sert à rien de le tester, tu sais. Puis surtout, juste le fait que tu vois ça de même en disant ça sert à rien de le tester. Tu sais, si, mettons, tu verrais ça d'une autre façon, autre que le tester, peut-être, mais tu sais, là, tu le dis, tu sais, je veux pas le tester, pourquoi l'essayer, tu sais. Je suis heureux sans ça. C'est sûr que je me couche à 10 heures, mais... Non, mais c'est bien correct, là, tu sais, je veux dire... moi, tu sais, quand je bois, je le regrette majoritairement du temps. Puis, tu sais, quand tu parlais, c'est tout le temps plus dur. À 30 ans, ça me prend quasiment 2 jours. Tu sais, c'est pas motivant, là, tu sais. Là, à toutes les fois que je bois, je me dis, crime, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? Ouais. Quasiment. Fait. Mais, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, mettons, moi, le problème, c'était pas... Tu sais, l'alcool en tant que tel ou la drogue, c'est ma relation que j'ai avec ces substances-là, tu sais. Tu sais, quelqu'un qui boit très modéré puis qui se pose pas de questions sur sa consommation, ben il n'y en a pas de problème. Tu sais, si tu te poses pas de questions puis ça affecte pas négativement ta vie, c'est pas un problème. Quand tu commences à te poser des questions, puis peut-être que... Puis tu essaies de te dire... Tu sais, si tu essaies de te dire, mettons, je vais faire un 30 jours, tu sais, c'était à la mode, là, les défis 30 jours, puis t'es pas capable... Ben, tu sais, je pense que c'est un... Faut que tu te poses peut-être des questions, dire, OK, ben, il y a peut-être quelque chose à aller voir là si je suis pas capable de toffer 30 jours. De toffer 30 jours, tu sais. Ouais. Puis c'est là que ça peut devenir comme... Tu sais, sans... Parce que tu as différents degrés, hein, tu sais, d'alcoolisme. C'est pas comme je bois pas ou je suis un bum en dessous d'un pont, là, tu sais. Il y a comme il y a énorme... C'est ça. Il y a un gap entre, tu sais. Fait que peu importe, moi, tu sais, je suis pas... je suis vraiment pas genre anti-alcool puis tout ça. Il y a du monde qui boit autour de moi puis c'est très correct. Mais j'encourage tout le temps le monde à boire qui se pose des questions, de dire essaie d'aller chercher plus loin puis essaie donc de faire justement un 30 jours, voir comment tu te sens puis de te poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que puis moi, je suis beaucoup dans... Tu sais, je vais être la meilleure version de moi-même dans tous les domaines de ma vie. Puis c'est sûr que si je buvais, même si je fumais du pot... je serais-tu la meilleure version de moi-même? Non, je suis convaincu que non, tu sais. Parce que je serais ralenti par rapport à, mettons, toi qui consomme 0, tu sais. Non, c'est ça. Si moi, je fume du pot 1 ou 2 fois par semaine, c'est sûr que je serais ralenti par rapport à toi qui s'entraîne, qui va... Tu sais que je veux dire? Non, c'est sûr. Tu sais, c'est un choix aussi, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est pris, mettons, dans tu sais, puis là, t'en as touché un peu, là, de faire un test de 30 jours, mais... Le premier challenge ou le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est pris un peu là-dedans, là, puis lui, probablement que cette personne-là pense qu'il n'y en a pas de problème. C'est sûr que si, la première étape pour faire un changement dans ta vie, que ça soit d'arrêter une consommation, peu importe, ben, c'est de t'avouer que tu as un problème.
si tu as un problème, tu n'es pas satisfait de ton poids, mais tu regardes pas ce qu'il y a dans ton assiette, puis tu manges du McDo à tous les jours, puis tu veux pas le voir, mais on est loin de la solution. Probablement, il faut que tu vois le problème, il faut que tu l'acceptes. Mm-hmm. Parce que, moi, pendant longtemps, je pense qu'à 18 ans, je disais, je suis alcoolique. Sans vraiment comprendre. C'est genre, moi, je suis alcoolique, je vais boire toute ma vie, puis un peu bum, rebelle, careless. C'est ça, tu sais. Sans réaliser c'était quoi l'impact d'être un alcoolique. Mais je voulais pas arrêter. Fait que je le voyais, mais je l'acceptais pas, puis je voulais pas aller chercher de l'aide. Fait que, tu sais, tu as probablement accepté le problème. Après ça, dire, est-ce que je veux changer? Tu sais? Non, c'est sûr. Quelqu'un qui est dans une relation, qui est pas heureux, qui est toxique, qui dit, ouais, je le sais, là, que ma blonde ou mon chum, tu sais, whatever, je suis pas heureux, mais je veux pas m'en aller. Ben, on est loin de la solution, tu sais, si tu veux pas si tu veux pas changer. Tu sais. Fait que c'est dans tous les domaines de la vie. Puis après ça, ben, c'est de faire, tu sais, d'aller chercher de l'aide. C'est peut-être ça qui est plus dur, moi, je pense, de faire le move, là, tu sais. Puis surtout, dans notre génération, là, aller chercher de l'aide, des fois, ça peut être vu mal par d'autres personnes, tu sais, mais au fond, tu fais ça pour toi, là. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est ton ego qui te dit non, je suis correct, ou je veux pas déranger le monde, ou je veux pas que le monde sache. Ça, je me fais souvent. C'est comme un excuse que les gens se donnent, pour aller faire une thérapie ou aller dans des groupes anonymes. Dire non, je veux pas que le monde sache. Puis là, ma réflexion, puis je leur dis, mais quand tu es au bar le samedi soir puis tu fais de la poudre sur le bord, là, le monde te voit pareil. Le monde, ils le savent, tu sais. Fait que là, de lever ta main puis de dire hey, je suis plus capable. Là, mets un genou à terre, là, j'ai besoin d'aide. Mais tu ne devrais pas avoir honte de ça parce que non, tout le monde la face dans le vieux hall. Tout le monde te voit faire le mauvais côté de la chose, aller trouver de l'aide. Ça peut juste. Tu sais, puis c'est-tu comme une culture ou quoi que ce soit? Mais tu sais, moi, j'encourage n'importe qui, que ce soit pour de la consommation ou juste comme santé mentale. Là, tu sais, je suis allé en chercher de l'aide, moi, à un moment donné. J'ai pas eu 1000 rencontres, là, mais je trouve que juste quelques rencontres, ça a changé bien des choses. Il te pose des questions, puis il te sort de... Moi, ce que j'ai vécu, c'est des réponses que... Comment je peux dire? Les réponses aux questions qui m'étaient posées étaient faciles, mais c'est juste, on dirait que je voulais pas les sortir par moi-même. Mais quelqu'un qui me pose, ben là, ça m'a fait réaliser plusieurs choses. Fait, moi, je pense qu'aller chercher de l'aide, ça peut juste aider, là, que ce soit pour la consommation ou pour la santé mentale ou pour n'importe quoi. Tu ne pas avoir honte de ça. Là. Non. Si tu tombes, tu te casses un bras, tu vas aller à l'hôpital. C'est la même affaire avec ton cerveau, tes émotions. C'est ça. Si tu as une blessure émotionnelle ou peu importe, ou tu as une maladie mentale, tu fais de l'anxiété ou tu es déprimé. Non, c'est sûr. Mais là, on a passé sur ta sobriété puis un moment qui est un peu plus dur. Maintenant, ça va bien. T'es quelqu'un de joyeux, je te vois aller, surtout en immobilier. T'es chef de l'équipe Castleman. Vous êtes combien dans ton équipe? On est, incluant moi, 4 courtiers, une adjointe. Une adjointe. On est 5, oui. OK. Puis, t'es nouvellement installé où? J'ai-tu le droit de dire ça? Mes bureaux sont... Ben oui, t'as le droit de dire ça. Pourquoi pas? T'as le droit de dire ça. Ils sont sur Sainte-Marie. Sur Sainte-Marie à Hull, dans le Redbush, en face des galeries de Hull. Okay. Puis, tu sais, là, ça fait un peu plus que 2 ans. Je suis dans ma 3e année en immobilier. Puis, comme la majorité des courtiers, ça a bien été dans les 2 dernières années. Mais mon plan d'avoir une équipe, je l'avais déjà avant de commencer. Okay. Moi, j'étais dans l'automobile avant, puis je voyais, tu sais, oui, le côté courtage, immobilier, tout ça, mais je voyais le côté entrepreneuriat aussi en arrière de ça, le côté business. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été d'avis que, tu sais, l'expression, tu as sûrement déjà entendu, tu sais, tout seul, tu peux aller vite, mais en équipe, tu peux aller plus loin. Puis, c'était toujours dans ce mindset-là que j'ai commencé. Je me suis dit, tu sais, je vais manger mes crottes, je vais apprendre au début, tu sais. Puis, il y a eu un volume de transactions, c'est sûr, là, avec le marché qu'on a connu, tu l'as vécu toi aussi. Fait que, il y a eu un volume, puis en donné, je commence à être occupé. Fait que là, j'ai rencontré Seb Normando. OK, parfait, commence à travailler avec lui. Puis tu sais, en fait, c'est un peu lui qui m'a... il me disait, il dit, comme ça ne te tenterait pas qu'on parte une équipe, tu sais, officielle. Puis là, c'est quand même une responsabilité aussi en tant que chef d'équipe, parce que là, c'est plus juste à propos
moi, ma business de courtage. Il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. Puis là, je disais, un peu le sentiment d'imposteur, ben, je suis rendu là, qu'est-ce que le monde va dire? Ça fait juste un an et quelques que je suis courtier. Tu sais, toutes les pensées limitantes que tu peux avoir. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, on s'en fout de ce que les autres pensent. Puis tu sais, il n'y a rien à faire. Si je le fais à mon rythme, à ma façon, puis je dis, garde, let's go, on le fait. Fait que là, j'ai dit à Seb il était affilié au bureau ici à Gatineau, mais j'étais au bureau à Hull, mais j'avais mon studio, mon bureau dans le studio de mon ex, tu sais, j'étais pas dans le bureau de Remax. Puis on s'est installé là-bas, moi pis Seb, puis là, j'ai dit, il faudrait qu'on ait un bureau à part, tu sais, parce que j'avais comme une idée dans ma tête d'une culture d'entreprise, d'une équipe, de comment je voulais que ça se passe, quel genre de vibe, quel genre de monde aussi je voulais avoir dans l'équipe qui travaille avec nous autres. Puis là, j'ai comme eu l'opportunité de louer. Je ne l'ai pas acheté, là, il est loué, le bureau. Okay. Puis, écoute, c'est gros pareil. Là, on est, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 7 bureaux plus une... On pourrait avoir, mettons, 8 bureaux. On était juste moi pis Seb au début. Fait que là je dis à Seb, je vais signer le bail. Là, il dit, Puis, tu sais, Seb, il est beaucoup plus cartésien que moi, là, beaucoup plus genre posé, là, tu sais. Puis, t'es-tu sûr, Steph? Il dit, me semble c'est gros. Puis, inquiète-toi pas, tu sais, je sais où je m'en vais avec ça. J'ai une vision, tu sais, fais juste, suis-moi, là. Puis tu vois, finalement, comme un mois après, même pas, Mathieu Do puis Ben Guindon ils ont rentré dans l'équipe. Ils n'étaient pas courtiers au début, mais tu sais, ils commençaient déjà à intégrer la business, puis après ça, ils ont eu leur permis une couple de mois plus tard. C'est des gars que tu connaissais d'avant ou? Non, même pas. On s'est rencontrés à cause des réseaux sociaux. Good. Ouais. C'est fou, man. Je sais pas si tu as déjà eu des répercussions de ton podcast, là, mais c'est sûr que tu vas en avoir. Honnêtement, j'ai du monde qui m'écrit quand même. Tu sais, je suis assez humble là-dedans. Là. Plusieurs personnes me disent « Hey, c'est nice ce que tu fais, tu sais, vous êtes bon, nanana », mais je le sais qu'on n'est pas bon comme que le monde nous le dise, parce que c'est au début, il faut travailler, mais évidemment, je trouve que ça apporte des conversations que tu n'aurais pas eues, comme là, en ce moment, peut-être qu'on ne l'aurait même pas eu, cette conversation-là. On est dans la même agence, mais on n'a jamais pris le temps de jaser comme ça. T'sais. Non, c'est ça, exact. Puis ça apporte, ça peut approfondir des relations, comme qu'on fait en ce moment, puis ça peut développer des nouvelles relations qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, l'immobilier, je suis sûr... Ça fait combien de temps que tu es courtier? 8 ans. 8 ans. Puis, tu sais, je suis sûr que tu aimes encore ça, tu es passionné, tout ça. À un moment donné, de se faire reconnaître pour autre chose que hey, c'est Marc le courtier. C'est Marc qui fait des podcasts. Ah, puis il est courtier aussi, tu sais, ça, c'est le fun. C'est sûr. Fait que là, je me fais comme connaître ou reconnaître ou voir pour d'autres choses que juste... Non, c'est ça. Puis... Juste le courtier immobilier. Fait que ça apporte des discussions qui sont différentes. C'est ça. Puis, ultimement, si cette personne-là, elle aime mon podcast... Elle aime m'écouter, puis elle a une transaction immobilière à faire. Puis non, c'est sûr. T'es déjà dans leur tête peut-être une fois par semaine ou une fois par émission, surtout s'ils te suivent. C'est un bon filtre aussi. Ouais. Tu sais, du monde, mettons, ça arrive, là, du monde qui soit qui m'aime pas ou qui voudrait pas faire affaire avec moi pour X raison, ben là, ils me voient sur le podcast, ils m'écoutent, puis ils se disent hey, lui, le Castleman, je suis pas capable. Mais tant mieux, tu sais. Tant mieux parce qu'il m'appellera pas, puis j'aurais pas à aller chez eux, faire un pitch de listing, puis me faire dire finalement, on a choisi un autre parce qu'on t'a pas aimé. Non, c'est ça. C'est ça. Ça filtre comme la clientèle. T'as raison, puis j'y avais pas pensé. Ça va être du monde qui se rejoint plus dans ta personnalité parce que, tu sais, en immobilier, ils nous engagent comme courtier, nos compétences, mais derrière ça, on est tous des humains aussi. Ça prend de la compassion, de l'écoute. Il faut comprendre leur situation. On arrive avec nos X puis nos O chez le monde, mais après ça, il y a des humains derrière ça. Fait que si tu es vraiment cartésien avec tes X puis tes O, tes chiffres, je pense que tu passes un peu à côté de la traque. Puis tu sais, on est quoi en Outaouais? Là? 600 courtiers à peu près? Là? Tout près ou pas loin de ça. Puis la majorité, c'est des excellents courtiers. Je suis sûr, je les connais pas tous, mais après ça, la personne, le client, il veut faire affaire avec quelqu'un avec qui peut connecter puis avoir des discussions. Puis oui, tu sais, qui va livrer la marchandise puis qui va optimiser sa transaction immobilière. Ouais. Mais en dehors de ça, tu sais, je sais pas toi, mais moi, quand j'engage, je parlais de mon peintre l'autre fois, je pense que c'était sur un podcast, je parlais de ça, mais le peintre là, qui fait nos bureaux, qui fait, tu sais, mes appartements, tout ça, il est super bon, Jocelyn, mais je l'aime, le gars, tu sais. Je trouve qu'il est sharp, puis comme
quand j'y parle, c'est le fun. C'est sûr qu'il est professionnel, il est ponctuel. Puis quand il me donne un prix, c'est ça. Puis il me dit oui, je vais être là à telle heure, il est là à telle heure. Mais au-delà de ça, je l'aime comme personne. Fait que je me dis, pourquoi je pourrais choper puis peut-être sauver 5$ de l'heure avec quelqu'un d'autre, mais non. Moi, c'est mon gars de confiance, puis c'est lui que je réfère à mes clients, mettons, qui veulent le faire. Fait que ça, pour moi, ça, c'est important. Ben ouais, c'est sûr. Il faut que tu t'associes avec du monde. Que tu as des affinités, tu en as parlé au début. Le marché à court, moyen terme, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? C'est une adaptation en ce moment parce que, moi, je suis rentré en septembre 2020. Là, on enregistre ça, on est en novembre 2022. Fait que là, ça redevient un marché, je pense, qui est plus normal. Fait que c'est une adaptation pour tout le monde. Je pense que là, les taux, c'est anticipé que ça va monter encore un petit peu, décembre, janvier, puis ça redescendrait en 2023. C'est ce qu'ils disent, mais... C'est ce qu'ils disent, à suivre. Mais outre les taux ou le marché, peu importe, je pense que quand tu es bon dans ce que tu fais, puis tu es là pour les bonnes raisons, puis tu regardes le long terme, les courtiers, les bons courtiers vont passer à travers ça. Oh ouais. Puis ils vont pouvoir continuer à aider leurs clients. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un ménage qui va se faire, je pense, probablement. Comme courtier. Il y a eu une augmentation de courtiers, puis une diminution des ventes. Fait que d'après moi, c'est sûr que ceux qui étaient là pour les mauvaises raisons, puis comme que j'ai dit dans un autre podcast, ce qui différencie les bons puis des corrects, c'est la passion. Ce qui différencie les humains, d'après moi, c'est la passion que tu as dans ton métier. Fait que ceux qui sont pas passionnés, ils risquent de trouver ça beaucoup plus dur puis débarquer peut-être plus facilement. Ouais. Fait que si t'as de la passion, ben c'est déjà une grosse partie de ça. T'sais. Non, c'est ça, exact. La passion puis la constance aussi. Non, t'as raison. Parce que tu peux avoir... c'est comme dans n'importe quoi. On va parler de course à pied tantôt. Tu peux avoir une bonne course puis après ça, rien faire. Mais qui, course après course, qui va être capable de se présenter puis livrer la marchandise? Mais c'est la même chose en immobilier ou dans n'importe quel domaine. Puis... là, ça, c'est vraiment plus, je te parle du côté courtier, mais le côté acheteur-vendeur, c'est sûr que l'acheteur qui regarde à court terme, qui dit, je vais-tu rentabiliser mon investissement dans 1 an, comme celui qui achetait en 2020 puis qui revendait en 2021, qui faisait 80 000 de profit, mais là, c'est plus ça, Fait que comme dans n'importe quel investissement, il faut que tu regardes, 3 ans, 5 ans, 10 ans, faut que tu regardes sur le long terme. Si tu regardes dans 12 mois, c'est sûr, là, Moi, j'ai acheté en avril 2022. En ce moment, je ne revends pas au prix que j'ai payé. Là. Non, c'est ça. Mais je pense à dans 10 ans, C'est ça. Puis, si on regarde le graphique là, de l'immobilier, ça descend un peu, mais ça va tout le temps. Si tu recules de loin, ça monte tout le temps, Si tu achètes au moment où ce que ça descend un peu, puis c'est à court terme, c'est sûr, tu n'as peut-être pas fait, t'es pas dans le bon business, mais je pense que le marché, puis j'ai entendu ça d'un autre podcast, je pense que c'est Luc Poirier qui avait dit ça. Je sais pas si tu sais, là, lui, il a investi dans plein d'affaires, puis il dit le marché. Non, c'est ça. Le marché va être moins pardonnable. Comme les erreurs vont nous coûter de l'argent. Je veux dire, si v'là pas si long, t'as acheté une maison trop chère, c'est pas grave, dans 6 mois, même si t'avais fait un mauvais coup, dans 6 mois, tu refaisais ton argent. Le marché, moi, ce que je pense, comme courtier, on va avoir un devoir d'explication. Ça va revenir à... Moi, quand j'ai commencé en 2014, tous les courtiers disaient ça. C'est tough, c'est un marché tough. Il y en avait beaucoup qui se plaignaient. Mais faut juste travailler. Moi, j'ai tout le temps dit, même dans les 2 dernières années, c'était difficile, mais c'est juste difficile à, comment je peux dire, orienter différemment. Comme, tu sais, là, on inscrivait une maison, évidemment, même si on était un peu trop cher, elle se vendait, puis ça allait bien, il fallait juste gérer des offres, tout ça. C'était extrêmement dur avec les acheteurs, par exemple. C'était prenant. Tu visitais pendant toute une fin de semaine, tu avais 3 maisons qui l'intéressaient, tu déposais des offres sur tout ça, puis c'était pas toi qui l'avais. Même si tu as offert plus, tu sais. Fait que c'était drainant. Moi, le marché qui est passé, je l'ai pas apprécié tant que ça. Puis la raison est simple, c'est pour ça, tu sais, parce que même si tu as une maison à vendre, il faut que tu appelles 15 personnes qui ont fait l'offre qui ne l'ont pas eu. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas si jojo que tout le monde peut penser.
de mon humble opinion. Là, c'est sûr que j'ai vécu des moments où tu l'as probablement vécu, là, le vendeur, il embrouille tellement qu'il y a qu'il y a eu plus que ce qu'il s'entendait. Ça arrivé, ça. Mais il y a des acheteurs qui étaient écœurés. Ils ont choisi peut-être une location. Le projet d'acheter il est peut-être disparu complètement. Moi, j'ai pas tant aimé ce marché-là. Puis je pense qu'avec les taux qui augmentent, ça va devenir difficile, mais orienté peut-être plus vers les vendeurs. Il va falloir qu'on leur explique, qu'on leur montre plus de détails, au lieu d'arriver à combien que tu veux, puis that's it, bing bang, ça se vend, puis... Ouais, c'est ça, puis, tout le... tu vas regarder n'importe quel coaching en immobilier ou tout ça, le nom de la guerre, c'est du price. Il y a une raison pourquoi que à moins que ça soit une belle maison d'un beau secteur, s'il n'y a pas de visite, c'est le prix, tu sais. C'est juste ça. Fait que de bien pricer. Puis là, c'est sûr qu'il y a une job à faire, excuse-moi, avec les vendeurs, d'expliquer c'est quoi la réalité. Oh, mais mon voisin, il a vendu 500 000 au mois d'avril. Oh, mais là, on est rendu au mois de novembre, le marché a changé, c'est plus 500, c'est 440, 450 qu'à vaut. Fait que, tu sais, puis ça se peut tu dis ça à un vendeur, ça se peut qu'il te prenne pas, puis qu'il prenne l'autre courtier qui va dire, ben oui, je vais t'en vendre à 500, tu sais, puis il va faire 3 baisses de prix pour finalement vendre à 440 de toute façon, tu sais. Puis même, tu sais, puis je veux pas te couper, même moins cher, parce que avec les taux qui sont à la hausse, tu sais, faut quasiment prédire le marché pour donner une valeur pour vendre le plus rapidement possible pour pas se faire rattraper par la prochaine augmentation qui risque de diminuer encore les prix. Fait que techniquement, faut prévoir un peu. T'sais. Puis quand je dis le devoir d'explication, ça vient à ça. Ouais. Parce que c'est dur à comprendre, comme tu as dit, dire « Hey, mon voisin a vendu 500 000, pourquoi moi je peux juste vendre 440 ?» Ouais, c'est ça. C'est exactement pour le vendre à 440 parce que puis ils vérifient ça là, à court terme, les taux. Là. Dans quelques semaines, ça peut peut-être être 430, puis même plus que ça. Ça l'a augmenté rapidement. T'sais, on a eu une augmentation d'à peu près 30% par année. Il va y avoir une correction. Est-ce que c'est alarmant? Moi, je pense pas. On va revenir à un marché puis un taux d'augmentation de valeur qui est plus normal. T'sais. Oui, c'est ça. Fait que, en ce moment, on parle de baisse. Ben non, c'est une correction, parce que ça a pris justement 50%. Il y a certaines propriétés qui ont doublé en 2 ans. Oui, 100%. Mais là, même si tu repères 30%, 35%, ben, tu es quand même une augmentation de 10-15% en 2 ans. Non, c'est ça. Qui est correct. Là. Je reviens peut-être au graphique, c'est exactement ça. Tu regardes sur 10 ans. Là. C'est ça. Ouais. Fait que si tu regardes à court terme, il y a des chances que tu perdes. Ouais. Je veux dire, c'est le même que c'est. Là. Ça a à faire avec des actions ou avec n'importe quoi. T'sais. Non, c'est sûr. Puis aussi, d'un marché, maintenant, un des challenges que les entrepreneurs ont, c'est d'engager du personnel. Moi, je trouve que, tu sais, c'est pas un métier de l'avenir, c'est pas le bon mot, mais c'est juste que je trouve qu'en étant courtier, on est un peu boss de nous-mêmes, notre seule personne, tu sais, de l'effort qu'on fait. Puis je pense que ça va être un avantage dans l'avenir, tu sais, à court, moyen terme, tu sais, parce que je pense que le gros challenge des entrepreneurs, ça va être de trouver des employés, tu sais, peut-être, tu as vécu une nouvelle adjointe, là, tu sais, un départ d'un adjoint, tu sais, de trouver la prochaine bonne personne. C'est un challenge, ça, là. Ça a été, c'est quand même, puis tu sais, moi, c'est nouveau aussi, là, je veux dire, mettons, quand j'étais dans l'automobile chez Subaru, j'ai eu un poste de gestion, tu sais, j'étais vendeur, mais j'étais directeur aussi, fait que, tu sais, ça arrivait des fois qu'il fallait que je sois là dans des entrevues ou des fois quand c'est le temps de remercier quelqu'un, là, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais comme goûté à ça un peu, mais de le faire pour moi, c'était nouveau aussi, là. Fait que mes 2 premières adjointes, c'était des filles que je connaissais, fait que, tu sais, il y a comme eu une entrevue informelle un peu, fait que, tu sais, ça s'est fait naturellement. Mais là, quand ma 2e adjointe, Val, elle m'a dit... à déménager à Québec, puis tout ça, là, elle m'a dit, bon, je m'en vais. Elle dit, je vais t'aider à trouver une nouvelle adjointe. À t'aider, bon. Ouais, au moins. Puis, tu sais, Valérie, je l'adore, c'est une amie aussi. C'était une amie avant qu'on travaille ensemble. Fait qu'elle m'a aidé dans le processus, mais là, c'est ça, tu reçois les CV. Là, il faut que tu passes des entrevues. Puis, on a eu des entrevues qui ne se sont pas présentées. Heureusement, celle qu'on a gardée, Samantha, ben,
ça a cliqué tout de suite, on l'a engagé, puis là, ça va super bien. Mais il y a eu ce processus-là. Mais j'avais quand même eu beaucoup de CV. Puis c'était pas nécessairement du monde qui connaissait l'équipe ou qui savait, qui cherchait pour un poste en immobilier nécessairement. Fait que pour le peu que j'ai eu à chercher, j'ai eu quand même beaucoup de... c'est quand même bien, ça. C'est quand même bien, mais je sais qu'il y a des... Tu sais, surtout, mettons, en restauration, là, c'est une business qui... ça doit être l'enfer. On a eu Pascal Villeneuve, là, puis tu sais, lui, il le dit, là. Il t'engage, puis il se présente pas le lundi matin où ils font 2 chiffres. C'est ça. C'est un risky business aussi, tu sais, je veux dire... tu sais, puis peut-être que là, tu as été chanceux. Peut-être que la prochaine fois, puis on touche du bois, là, tu sais, je veux dire, je veux pas changer ton adjointe, rien de ça. Non, ça, il faut qu'elle reste avec nous autres. Non, c'est ça, mais tu sais, la prochaine fois que ça arrive dans le futur, que ça soit en immobilier, que ça soit dans n'importe quel domaine, je pense que ça va devenir de plus en plus dur, tu sais. Puis déjà, c'est dur, d'après plusieurs. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de monde pendant la pandémie qui ont eu... Tu sais, peut-être qu'ils se sont partis une deuxième business, un petit side hustle, ou qui ont voulu faire ça à leur compte. Tu sais, travailler de la maison, faire ça avec leur horaire. Tu sais, des adjointes virtuelles, ça existait avant la pandémie, mais là, il y en a un paquet, tu sais. C'est ça, après ça, tu sais, je fais beaucoup de vidéos, mais essayer de trouver un vidéaste in-house, d'en engager un. Oublie ça, tu sais, ou sinon ça coûterait une fortune. Mais souvent, c'est qu'ils vont vouloir être travailleurs autonomes, tu sais. Avoir quelques contrats, quelques clients, tu sais. Fait que je pense que la pandémie, ça a apporté ça aussi. Le monde, ils ont vu comme plus d'options. Les opportunités. C'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est super bien, là, si t'es un côté entrepreneur, puis t'es capable de faire ton métier, mais de le faire à ton compte, puis qu'au bout de l'année, ça fait du sens financièrement, puis t'as du fun, puis t'as plus de latitude au niveau de ton horaire, du type de client avec qui tu veux travailler, tant mieux. Mais c'est sûr qu'après ça, pour les entrepreneurs, si tout le monde est entrepreneur, il n'y aura pas d'employés. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est un juste milieu, tu sais. Puis en étant à ton compte, ben justement, tu réussis, si tu es tout seul, ben si dans le métier que tu es à ton compte puis tu es tout seul, je pense que c'est un avantage dans le futur, tu sais. Fait que... oui. Fait que ça va aller en augmentant, c'est sûr et certain. Les horaires atypiques d'un courtier? Moi, j'étais dans l'automobile pendant longtemps, puis écoute, depuis que j'ai 18 ans, là, je travaille en vente. Fait que, les horaires de soir, fin de semaine, ça, c'était pas un problème. Le fait d'être payé à commission, pas de salaire fixe, pas de salaire de base, aucun problème. Mais je suis quand même un gars qui est très discipliné. Fait que j'ai tout le temps la même routine, là. Je suis au bureau à tous les matins entre 8h45 puis 9h15, mettons. Là, ça dépend de... Mais le matin, c'est tout le temps du bureau. C'est vraiment rare que j'ai des rendez-vous le matin. Okay. Fait que de 9h à midi, je suis au bureau. C'est là que je suis le plus focus mentalement. S'il faut que je fasse... C'est là que je vais faire, mettons, création de contenu ou mes suivis clients, mes appels, tout... remplir mes documents, où est-ce que j'ai besoin d'être un petit peu plus concentré. Puis l'après-midi, ça va être des rendez-vous. Visite, listing, inspection, tout ça. Fait que c'est tout le temps pas mal comme ça. Puis c'est sûr que qu'avec l'équipe aussi, je vais être capable de déléguer bien des choses. Fait que ça, c'est le fun pour moi, puis c'est le fun pour eux autres aussi. Eux qui... Ben moi aussi, j'ai encore l'impression que je commence. Ça fait 2 ans que je suis courtier, mais je me considère encore comme un débutant. Mais eux qui commencent, ben là, c'est le fun parce que je leur délègue des choses. Après ça, eux peuvent le faire puis apprendre aussi. Leur courbe d'apprentissage est plus rapide aussi comme ça. Là. Non, c'est sûr. Je voulais aussi parler de les courses. Moi, je suis pas un expert dans tout ça. Puis, au lieu de tout lire puis de l'assumer, je voudrais peut-être que tu m'expliques un peu. Parce que je pense que tu fais des compétitions, le backyard run, puis tout ça. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ouais, ben en fait, moi, j'ai commencé à courir pendant la pandémie. Je faisais plus du pas bodybuilding, mais du fitness avant, tu sais. Le typique, là, gym chest bras, legs quand même. Là, chest bras. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'aimais ça, j'avais du fun là-dedans. Puis je me prenais pas au sérieux dans le sens que je faisais pas de compétition ou rien, mais j'avais un horaire comme une discipline par rapport à ça. Gym ont fermé, je fais quoi? Je m'entraîne un peu à la maison, je vais commencer à courir. Tu sais, c'était comme le début de l'été, là, avril, mai. Je vais commencer à courir. C'est la pandémie qui t'a fait commencer à courir? Ouais. OK.
je veux dire, j'avais couru dans le temps avec le soccer, veux pas, tu sais, j'étais déjà comme... Ouais. J'avais déjà une... mais là, de courir... Puis, tu sais, j'avais, à la limite, j'avais un préjugé un peu par rapport à ça, par rapport aux coureurs, tu sais. Mais finalement, j'ai tellement accroché vite. Puis, tu sais, au début, je pense comme n'importe quoi que tu commences à faire, la courbe d'apprentissage est quand même rapide, là, tu sais. Fait que je voyais de l'évolution vite aussi. Puis là, ça, c'est le fun. Ah ouais, c'est motivant. Puis, tu sais, j'étais un intense, là. Moi, si j'aime quelque chose, comme en immobilier, mais dans la course, ça a été la même chose. J'en mangeais, puis je voulais en faire. Ah non, effectivement. Mais là, tout était virtuel pendant 2 ans, là. Fait que, tu sais, tous mes premiers marathons, mes demi-marathons, je les ai tous faits virtuels. Virtuel. Ben, mettons, je m'étais inscrit au marathon d'Ottawa en 2020, au mois d'octobre. Là, c'est les courses... Voyons, j'ai un blanc. Army Run? En tout cas, marathon d'Ottawa en octobre. Mais je l'avais fait virtuel, ça veut dire que tu t'inscrivais. Là, ils t'envoyaient ton gilet, ta médaille, tout ça. Puis il fallait que tu te fasses un trajet virtuel toi-même. Tu le timais avec ta montre. Puis là, ça se synchronisait dans leur système, dans leur classement. Puis là, tu avais ta position avec ton temps officiel. Fait que j'ai fait ça. J'ai bien performé. J'étais vraiment content d'avoir fait. C'est un marathon après comme 6 mois de course. J'étais comme, OK, tu sais, j'étais content. Puis c'est comment long encore un marathon? 42,2 km. Ouais. Fait que j'étais éclaté après ça. Là. Ça a été rough dans les jambes. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a comme un... Tu sais, c'est vraiment toi contre toi quand tu cours, tu sais, parce que je suis pas un gars... Autant que je peux être un gars compétitif sur certaines choses, mais par rapport à la course à pied, je suis vraiment comme... Je fais ma course, puis si je me fais dépasser, c'est pas grave parce que c'est vraiment moi contre moi, tu sais. Ah ouais. Puis je trouve que le dépassement de soi là-dedans, il est tellement comme... Tu sais, en tout cas, c'est vraiment ce que ça t'apporte. C'est ce que ça m'apporte, le dépassement de soi. Puis tu tombes dans une zone, des fois, quand tu cours, une genre de... On peut appeler ça le runner's high, là. Une zone de comme... Tu te sens juste tellement bien, ça sécrète aussi des endorphines, tout ça, de la dopamine. Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis il y a l'aspect, tu sais, je vais dire santé mentale aussi, parce que, tu sais, je cours à peu près 5 à 6 fois semaine. Là, on arrive dans l'hiver, fait un petit peu moins, là. Mais dans ma saison de course, je suis à peu près 5-6 fois semaine. Puis on dirait qu'après ça, je suis un gars qui se lève tôt, je cours le matin, puis après ça, ma journée à part, puis ça part bien. Ça part bien. Mais j'ai réalisé vite que je n'étais pas un coureur de vitesse. J'étais plus un coureur d'endurance. Fait que là, après ça, puis tu sais, je dirais avec YouTube, man, aujourd'hui, là, tu tapes course à pied, là, t'es dans les demi-marathons, des marathons. Après ça, finalement, t'es rendu dans des courses de malade par rapport de 300 km en Europe, dans les montagnes. Puis là, t'es comme, OK, c'est quoi le gap là-dedans, tu sais? Fait que là, j'ai comme commencé à regarder un peu les ultramarathons. Puis au début, tu te dis, ben ouais, on 100 km, je serais jamais capable de faire ça. Pas d'allure. Tu me dis ça, moi, puis je t'ai soufflé juste à l'entendre, 100 km. Mais après ça, tu te dis, OK, ben tu sais, 100 km, mettons, tu cours un marathon à, je sais pas moi, 4 heures, mais si tu cours 100 km, tu le courras pas à la même vitesse. Tu vas courir beaucoup moins vite. Fait que, tu sais, ton effort est plus long, mais est moins intense. Tu sais, il y a bien des maths là, dans la course à pied. Si tu cours un marathon en temps de temps, mais ton demi, tu peux le faire en... Ouais, ben c'est logique un peu. Là, c'est l'effort, là, de doser tes... Exact. Après ça, tu as l'aspect... J'ai pas encore fait des courses assez longues où il a fallu que je gère le sommeil. J'étais inscrit à une de 125 l'année passée, mais que je n'ai parlé en masse, là, ça s'est pas... ça s'est pas bien passé cette journée-là. Mais je serai inscrit pour l'année prochaine, puis je vais en faire d'autres. Mais là, tu as l'aspect sommeil, tu as l'aspect nourriture, hydratation, gérer. Puis ce qui arrive tout le temps des imprévus quand tu cours. Ça se passe jamais comme tu as prévu ou comme que tu penses que ça va se passer. Tu parles dans tes compétitions, à course? Dans tes courses, écoute, je te donne un exemple. La fin de semaine passée, on a fait une retraite, toute l'équipe, avec les chums, les blondes, les enfants, tout ça. C'était un petit peu comme notre team building, là, notre activité pour Noël. Là, bon. Fait qu'on s'en va à Tremblant. Samedi matin, ça c'est un avantage aussi de plus boire, tu sais, puis les gars aussi dans l'équipe, c'est pas des gars qui boivent vraiment. Puis le samedi matin à 7h, je pense, on part, puis on s'en va courir, tu sais. Fait que là, je regarde sur une application All Trails, là, qui donne des parcours de trail. Je connais pas tant Tremblant. Fait que je dis, OK, on va suivre ça. C'est un 13 km, c'est un aller-retour, ça a l'air pas super, tu sais. Les gars courent aussi assez pour se dire, on va aller faire un 13 kg.
Fait que là, on stationne, on rentre. Au début, il faut monter dans une montagne de ski à Tremblant. Puis après ça, on est supposé de piquer dans le bois. Puis là, finalement, on arrive, OK, on monte la montagne, mais comme il n'y avait pas de neige ici à Gatineau, mais là, à Tremblant, il y en avait de la neige. OK, il y en a plus qu'on avait anticipé, mais c'est pas grave, tu sais. Là, finalement, on arrive pour couper dans le trail. Puis là, il y a bien de la neige, puis c'est une trail de ski de fond. Je suis comme, les gars, on peut pas, courir là, tu sais. On peut, mais non, on peut pas, tu sais. Fait que là, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, tu sais, ça, c'est une niaiserie, c'est un imprévu, c'est pas la fin du monde, mais c'est tout le temps, c'était pas ça qui était plané. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on dit, bon, on va continuer à monter la montagne, tu sais. Mais on le sait pas, la montagne est comme en haut, puis ça va être combien de temps? Puis là, on monte. Puis Colin, c'est long, hein? Puis comme on en a jusqu'au chevet de la neige, puis, tu sais, là, finalement... Là, on arrive en haut, on cherchait un point de vue, là, un lookout pour pouvoir... C'est dire, on a monté en montagne, on veut voir, là, tu sais, rendu là. Là, finalement, je check sur le GPS, genre, je pense qu'il y a une place, là. Finalement, on est rendu dans du bushwhacking, là, comme dans... C'est plus une trail, là, on a de la neige, là, quasiment jusqu'aux genoux, puis genre, on descend juste pour aller trouver un lookout. Finalement, on arrive là, c'est pas un lookout pantoute, là, c'est juste un remont-pente, mais comme on voit rien. Puis là, on est comme... Whatever, tu sais, c'est ça la trail. Tu pars pour te dire, genre, on va faire un petit 13, on dit au monde au chalet, dans 1h30, on est revenu, tu sais, finalement, ça a pris comme 2h30, tu sais, parce qu'il a fallu qu'on marche un long bout. Fait que c'est tout le temps de l'adaptation de même. Des fois, t'arrives, puis la bouffe, elle passe pas cette journée-là, ou tu te perds dans le bois, ou je sais pas, moi, tu te fais une blessure. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis c'est ça qui est le fun aussi du sport, c'est comment je vais m'adapter. Mais après ça, je peux te dire une affaire, c'est quand il y a une transaction là, qui va tout croche puis qu'il faut trouver des solutions. T'associes ça à ça. C'est bien rare, je suis stressant après une inspection, là, même si je dis qu'on va trouver une solution, ça va régler le problème. Ouais. Parce que tu développes cette capacité-là à tout le temps te débrouiller. T'sais. C'est un skills qui va t'aider là, en immobilier, puis probablement tu le vois déjà. Ça, c'est une chose aussi, quand on se fait engager, moi je pense qu'on se fait engager pour ultimement avoir du résultat, mais il nous engage aussi pour l'expérience qu'on a vécue. Rassurer le monde en disant non, ça, si tu fais ça, telle chose qui va arriver. Telle chose va arriver si tu fais ça. Puis quand que ça arrive, ben, ça rassure les gens, puis ça développe une confiance. Là, c'est comme n'importe quoi. T'sais. Exactement. Ah ouais. En immobilier, le marketing, production de contenu, ce qui nous amène à faire un podcast. Yes. Des shorts aussi, je vois bien que tu fais ça. C'est de l'implication, ça, tu sais. Puis, si je peux parler pour moi, ce que je trouve le plus dur en ce moment, puis tu sais, je suis pas un expert, je commence, ça fait quelques épisodes qu'on fait, je trouve que ça prend beaucoup d'espace dans ma tête. Tu sais, je veux dire, on a un certain espace qu'on a dans nos têtes, là, tu sais. Je veux dire, tu peux pas tout le temps penser à tout le temps une chose, puis performer dans un autre. Là, là. Fait que, moi, c'est un de mes challenges qu'il faut tout le temps que j'essaie de le compartimenter de la bonne façon parce que ça reste tout le temps dans ma tête. Toi, c'est-tu un challenge? Quel challenge que tu vois? J'aime que tu dis l'espace dans ma tête parce que c'est une phrase que je dis souvent. Il y a so much d'espace dans ta tête que tu peux avoir. T'sais. Exact. Puis je choisis beaucoup qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma tête. Il y a bien des affaires que genre, je mets de côté, puis non, ça, j'embarque pas là-dedans, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas l'espace mental pour ça. Mais, création de contenu, puis encore, là, je me considère pas comme un gros créateur de contenu, là, j'en fais un petit peu, mais c'est sûr qu'au début, tout le monde veut faire des vidéos, tout le monde veut être plus présent sur ses réseaux sociaux parce qu'on le sait, là, c'est pas un secret en 2022-2023. Si t'es pas sur les réseaux, t'existes pas. Oui, le marketing traditionnel, les autobus, les pages jaunes, peu importe, là, la radio, la télé, il en faut, c'est correct. Mais si t'es pas numérique en 2023, t'existes pas. C'est n'importe quel business. Non, c'est sûr. Fait qu'il faut qu'on soit là. Parce que je sais pas c'est quoi la moyenne qu'un Québécois passe sur son cellulaire par jour. Là. Ça doit être genre 2, 3, 4 heures, là, je sais pas. Faut que tu sois où que l'attention du monde, ils sont sur leur téléphone, faut que tu sois là. Fait que, tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça fait partie de ma business. C'est aussi important que faire une visite, que faire des appels de suivi, que faire des formations pour avoir tes UFC. Non, ben écoute, ça fait partie de la business. C'est une bonne façon de le voir. Puis, tu sais, j'en prends de ce que tu dis parce que, honnêtement, je regarde tes podcasts, c'était là, puis
moi, faire un podcast, là, j'avais l'idée, ça fait ça fait quand même un bon bout. Mais je me voyais pas faire juste du contenu comme lié à l'immobilier. Je trouve que ça aurait... Oui, ça m'intéresse, mais je trouve j'aurais fait le tour assez vite, tu sais. Fait qu'il faut vraiment avoir une passion puis faire quelque chose que t'aimes. Puis quand mon partner, là, Alain, il est devenu pro, ben j'ai pensé, tu sais, je me suis dit, ça peut être du contenu facile à sortir, tu sais, puis que j'aime. D'après moi, il faut vraiment que t'aimes ça, tu sais. Puis moi, mon approche est beaucoup plus divertissant que faire, tu sais, comme toi, tu dis que ça fait partie de ta job, tu sais. Fait que peut-être que je devrais prendre ça un peu plus de ce côté-là, tu sais. Moi, je regardais ça plus divertissant, tu sais. C'est un peu l'approche que j'ai. Ben, c'est ça, puis ça dépend. Tu sais, ça dépend. Tu sais, il y a, oui, le podcast, l'immobilier, mais tu sais, moi, je vois ça comme un tout, tu sais. Mm-hmm. Parce que mon podcast, c'est pas sur l'immobilier. Tu sais, oui, je vais rencontrer du monde, tu sais, des courtiers ou du monde, puis on va parler d'immobilier, c'est sûr. C'est sûr. Ça reste que je suis un courtier, c'est ma passion, mais j'ai d'autres passions comme, tu sais, tout ce qui touche à la dépendance, le rétablissement. Ben, c'est pas une passion, mais c'est quelque chose que j'aime parler, puis j'aime transmettre le message par rapport à ça. J'adore le sport, la course, les ultramarathons. J'aime l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, à la base, le podcast, je le fais avec des invités que moi, j'ai envie d'avoir des discussions avec. Mm-hmm. Puis après ça, ben, le monde qui veut l'écouter, parfait, tant mieux. Ils apprennent à connaître mon invité, ils apprennent à me connaître moi aussi par la bande. Puis après ça fait du contenu qu'on peut segmenter en Reels. Puis ça, c'est une affaire. Tu sais, si tu fais du long contenu, tu dois connaître, tu dois suivre Gary Vee aussi. Là. Ben, je le suis, mais tu sais, peut-être pas assidûment. Il y en a qui sont... il fait tellement de stock que tu peux pas... Là. Mais tu peux pas le manquer. Tu peux pas le manquer, il est partout, tu sais. Puis Gary Vee, il fait sa caméra est quasiment tout le temps allumée, tu sais. Fait que c'est tout le temps des longues vidéos, puis après ça, il segmente ça en TikTok, en YouTube Shorts, en Reels Instagram. Mm-hmm. Reels sur Facebook aussi maintenant, qui marche au bout, là, les Reels sur Facebook. Je sais pas si tu as expérimenté ça. Ouais, des fois, là, je perds mon temps. Là, tu sors une vidéo, là, tu swipes 2-3 vidéos. Mais... Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est time consuming, c'est sûr. De faire ça toute seule, c'est vraiment du temps. Tu sais, moi, mettons un épisode de podcast, incluant l'enregistrement, j'en ai à peu près pour 3 heures, 3 heures et demie. Dans ma recherche d'invités, mes questions, ma communication invitée, là, tu sais, booker le podcast. Après ça, faire l'enregistrement. Mais tu sais, faire l'enregistrement, tu sais, la personne arrive, tu sais, c'est une personne que tu n'as jamais rencontrée. Faire le tour des bureaux, faire un café, jaser un peu, parler avec l'équipe. Tu sais, as une demi-heure juste là, après ça, rentre dans le studio. Fait que tu sais, ça prend quand même le temps que ça prend. Puis c'est cool, moi, je suis très au bout à faire ça, mais ça reste qu'il faut que ça soit mis dans un horaire, tu sais. Ouais. Après ça, tu sais, c'est niaiseux, mais je te pose des questions sur ta machine tantôt. Moi, j'ai pas la... Mais là, tu me donnes le goût, je vais peut-être aller acheter la même machine que toi, mais moi, il faut tout que j'ai 4 fichiers qu'il faut que je mette sur mon ordi, j'ai compresse, puis après ça, je les envoie à mon monteur. Mais juste ça prend à peu près 1 heure. Je peux faire d'autres choses en même temps, mais ça reste qu'il faut que je sois là pour faire ça. Puis après ça, mon monteur, il fait, bon, tout le montage, il me renvoie l'épisode est fini. Mm-hmm. Après ça, il faut que je fasse les visuels sur Canva pour Facebook, Instagram. Exact. Après ça, il faut que j'écrive le post. Poster sur YouTube, tu le sais, là, ton vidéo, ça prend 45 minutes avant qu'il charge, tu écrives ton caption, ton thumbnail. Non, c'est sûr, c'est bien de l'ouvrage, tu sais. Puis probablement, le monde, il pense que c'est juste 2 caméras, bing bang. Puis il y en a qui pensent même pas que c'est 2 caméras. Tu sais, t'allumes une caméra, tu sors ça, mais c'est... Moi, je trouve que, tu sais, tu dis 3h30. Moi, je quantifierais ça plus que ça, tu sais. Puis c'est un peu pour moi, là, puis c'est un peu peut-être mon challenge, c'est justement d'essayer de prendre moins d'espace dans ma tête parce que je suis super perfectionniste, tu sais, puis on a sorti un épisode, il y avait des petits défauts, puis une chance qu'Alain, il est là, parce que lui, il est plus comme, hey man, c'est correct, vas-y, mais moi, si ça serait moi, il y a des épisodes que j'aurais même pas sortis, tu sais. Ouais. Fait que c'est extrêmement prenant, tu sais, et faire l'épisode, le réécouter, moi j'écoute tout le temps. Je sais pas si toi tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Fait que rajoute 1 heure pour l'enregistrement, puis s'assurer que tout est beau. Puis écouter l'audio. Ouais. Tu sais, puis là après ça, tu sais, moi je reçois le podcast. Je veux l'écouter avant de... Tu sais, fait que moi je dirais facilement 5 heures, facilement. Tu sais, puis la recherche, là, j'essaie tout le temps d'essayer d'aller un peu plus loin. Fait que est-ce que
je devrais être plus efficace 100%. T'sais. Puis je pense qu'en se pratiquant, ça va venir plus facile. Puis je vais être plus à l'aise dans le processus. Là, ben oui, c'est ça. Puis tu vas développer des trucs aussi, des façons de sauver du temps. Tu vas... Tu prends une confiance aussi. Moi aussi, là, je me souviens, là, les premiers... Le premier que j'ai enregistré là, avec Émilie Boileau, là, j'étais stressé. Là, puis j'étais comme... C'est une de mes meilleures amies. Là, je veux dire, on se parle à tous les jours. Puis là, ben là, de le dire, on le fait devant des caméras, j'étais super stressé. Puis finalement, aujourd'hui, j'ai tout le temps une petite excitation, mettons, quand genre, c'est cool de me rencontrer telle personne. C'est surtout du monde que j'ai jamais rencontré. Le track des communications orales quand on était jeune, c'est dread ça. Moi, puis la première épisode, Toto, tu l'as dit, c'est drôle que tu en parles parce que moi puis Alain, là, quand il est arrivé, là, les deux, on grinchait des dents. Là, on était stressés au bout. Mais dès que tu commences, surtout un podcast, ça devient une conversation. Puis à un moment donné, le stress, il descend beaucoup. C'est pas stressant longtemps. Mais non, t'oublies qu'il y a les caméras, qu'il y a le mic, puis tu sais. Non, ça devient plus naturel. Puis c'est sûr que, tu sais, il va y avoir une évolution aussi, là. Tu vas regarder ton premier podcast dans 1 an. Je sais que tu vas être constant, puis tu vas le faire pendant 1 an. Là, tu vas être rendu à l'épisode genre 50. Ah, c'est ça. Là, tu vas regarder l'épisode 1, 2, tu vas regarder l'épisode qu'on fait en ce moment. Tu vas voir ton évolution. Tu vas te dire, hey, Colin, on a amélioré ça, on a amélioré ça. Puis c'est le fun aussi parce qu'en te regardant, tu te regardes. Moi, mettons, j'ai des tics, OK? C'était ma prochaine question. Des tics avec mon œil, là. Puis là, quand je me regarde sur le podcast, j'ai mon tic, je me sens que je l'ai fait beaucoup. Fait que là, j'essaie de comme moins le faire, tu sais. Ou des fois, il y a des choses, des mots que je dis ou des choses, je dis, OK, ça, non, je vais le faire différent. Puis c'est jamais parfait à un moment donné. T'as devancé ma prochaine question parce que c'était vrai de ça, tu sais, te réécouter puis te réentendre. Puis ça, tu sais, quand je dis que j'étais super critique, c'était exactement ça. Tu sais, moi, je présentais mon... tu sais, je le faisais écouter à mon partner, puis moi, je me réécoutais, puis tu sais, t'es pas habitué de te réécouter puis de te regarder, mais lui, il est habitué de m'écouter puis me regarder, tu sais. Quand on parle au monde, on voit nos mains, tu sais, on se voit à première personne, mais c'est un autre game complètement à se regarder, là. Ben oui. Moi, je suis super critique avec ça, puis comme je dis, une chance qu'Alain il est là, puis je le remercie de ça, parce que, tu sais, lui, il est plus lousse là-dedans, tu sais. Il est moins critique, tu sais, puis je trouve que ça l'aide le processus, là. Mais c'est tellement cool, man, comme que tu fasses ça, parce que tu te montres vulnérable, là, veux pas, là. Mm-hmm. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, c'est pas... Tu as préparé des questions, OK, on a parlé un petit peu de ce qu'on allait parler comme avant de commencer, mais c'est pas stagé ce qu'on se dit. Puis c'est pas comme tu dis, je vais aller faire une pub pour la télé, ça va être 30 secondes, puis ça va être répété, puis tout va être parfait, le gros setup de fou, le maquillage, puis là, t'es comme un personnage ou whatever, tu fais un rôle. Là, c'est comme, c'est nous autres, là, en sweatshirt, en t-shirt, qui a une conversation bien normale. Fait que c'est que tu te mets vulnérable devant le monde qui vont t'écouter. Tu te mets vulnérable à la critique. Puis, après ça, man, c'est que tu as confiance en toi. Tu vas arriver dans un rendez-vous d'inscription de listing. Ben, hop, ta confiance, hop, elle a steppé. Tu vas être dans une place où est-ce qu'il va falloir que tu parles devant un groupe. Ah, ta confiance à avoir steppé. Ah non, c'est sûr. Fait que c'est des skills qui sont le fun à avoir puis à développer aussi. Puis je pense que, tu sais, Seb, dans mon équipe, là, Seb, il est plus réservé, plus introverti. Il aime moins s'exposer, fait qu'il lui, c'est parfait. Il se colle avec moi, il dit va faire ta vedette. Là, ça. Puis, non. Mais moi, Seb, je le pousse au bout à sortir de sa zone de confort. Puis, tu sais, pas nécessairement à faire du vidéo, là, je veux dire, c'est pas genre... Mais, à un moment donné, il voulait faire un vidéo de présentation, un house tour, tu sais, parce que moi, j'en faisais, Mado en faisait aussi. Puis là, Seb s'est dit, OK, je vais mouiller, je vais le faire. Puis là, je dis, tu sais, pour te pratiquer, je fais juste te filmer avec ton cell dans ton char, dis n'importe quoi, peu importe. Envoie-moi comme, mettons, tu veux me parler, au lieu de m'appeler, envoie-moi une vidéo. Enregistrer. De ce que tu veux me dire, tu sais. Puis là, comme ça, tu vas te voir, tu vas t'entendre, parce que nos voix, elles nous gossent tout le temps. Tu sais, quand tu étais jeune, puis tu écoutais sur un répondeur, c'était ça un message, puis là, tu écoutais ta voix, tu disais, c'est pas moi qui parle de même. Mais oui, mais nos voix nous gossent, on se trouve ci, on se trouve passer ça. Mais là, je dis, envoie-moi des vidéos là, de ce que tu veux me dire. Puis là, il était gêné, c'est sûr, tu sais. Mais à un moment donné, il y a comme... Puis là, il en fait des vidéos des fois. Juste des vocales, c'est niaiseux, mais comme... Il y a du monde qui font pas de vocales. Ils disent, ça me gêne. Moi, j'envoie tout le temps des vocales. Je dis à mes clients, ça te dérange-tu? Non, envoie-moi un vocal. Puis là, il y en a des fois, ils me disent, ils font un vocal, puis...
Ah, ben là, je vais te répondre par vocal parce qu'il m'en envoie beaucoup. Puis là, on dirait qu'ils se parlent tout seul. Ils sont comme, c'est bizarre de se parler tout seul. Mais en tout cas, fait que là, bon, c'est ça. Puis ils disent ce qu'il y a à te dire. Puis je suis comme, crème, c'est juste ça, c'est niaiseux, mais c'est sortir de ta zone de confort 100%. parce que tu t'écoutes. Fait que là, sur le vidéo, tu te vois en plus. Mais après quelques vidéos, quelques stories ou quelques. Ben, c'est un bon truc, honnêtement. T'es pas gêné en zoom, là. Tu fais un zoom avec quelqu'un, t'es pas gêné. Ben, base record, c'est la même affaire. Non, non, c'est sûr. C'est une habitude, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Plus t'en fais, plus facile que c'est. Moins de temps que ça prend pour faire les mêmes choses, tu sais. Hey, mon premier TikTok, là, c'était en... Écoute, ça fait pas longtemps, là. Ça fait 1 an à peu près, là, je fais du vidéo, là. Fait que mon premier TikTok, là, ça m'a pris 4 heures à le filmer. J'étais tout seul dans le studio. Puis je te dis, man, j'avais mal au ventre. 1 an passé, là, pas 10 ans passé, là. J'avais mal au ventre, j'étais dans mon bureau. J'étais tout seul, un samedi après-midi, avec mon sel. Puis je me souviens plus c'était sur quoi, là. Genre, sûrement les 3 étapes à faire avant d'acheter, là. Sûrement le premier vidéo que tout le monde fait, là. Puis, écoute, man, j'avais mal au ventre, je suais. Là, je me trouvais con. J'étais comme, je suis tout seul. Là, au pire, je ne publierais pas le vidéo. Ça m'a pris, genre, mettons, 2h30 à l'enregistrer. Puis après ça, 1h30 à le monter, tu sais. Je l'ai posté, il n'a pas été viral, là, il était bien genre, tu sais. Mais après ça, t'es comme, OK, on va en faire un autre, tu sais. Ah, ça devient plus facile. Puis c'est l'enfer. Là. Juste des petites vidéos, honnêtement, ça a l'air de rien, mais c'est super exigeant, puis pas compliqué, mais c'est difficile, là. Tu sais, je sais pas comment le dire. Surtout, on est critique. Là, souvent, quand c'est des petites vidéos, tu as un texte précis. Tu sais, fait que là, tu te trompes, là, à le répéter, puis là, c'est des retakes, enregistre, supprime qu'est-ce que tu veux pas, réécoute. C'est vraiment pas facile, tu sais. Puis faire un podcast, comme qu'on dit, tu finis par oublier les caméras, puis ça sort bien plus, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est ça que... Tu sais, moi, j'aime ça écouter des podcasts, j'en écoutais, puis comme toi, là, ça faisait longtemps que je voulais le faire. À un moment donné, je dis, fuck it, je le fais, tu sais, je m'équipe, puis j'y vais. Mais je pense que c'est ça que le monde aime, c'est du vrai, c'est du cru, c'est pas... Tu sais, t'as un super beau setup, pour vrai, je te lève mon chapeau, mais ça reste qu'on n'est pas sur un plateau de télé, tu sais, puis il n'y aura pas de cut dans le montage que, tu sais, ça... Non, c'est ça. Ben, je sais pas si tu fais des cuts un peu dans ton montage, mais moi, j'en fais... À moins que quelqu'un dise de quoi, puis dise, hey, ça, j'aurais pas dû dire ça. Exact. Ça, sinon, non, ben c'est la seule option, tu sais. Non. Fait que, tu sais, comme les auditeurs, en tout cas, moi, quand j'en écoute, j'aime ça quand c'est un peu raw, puis cru, pas cru, ou déplacé, mais juste que c'est ça que c'est. Non, raw, c'est le bon. Il n'y a pas trop c'est pas trop préparé, tu sais, il n'y a pas trop de... Non, c'est quand même bien. Artifice, là. Non, puis ça t'a apporté, tu sais, c'était une des questions, ça t'a apporté des nouvelles rencontres, puis de t'approfondir, comme tu as dit, là, développer tes skills. Développer des skills de communication, sortir de ma zone de confort, bâtir une confiance. Puis, tu sais, j'ai rencontré du monde, là. Tu sais, j'ai fait 25 épisodes, là. OK. 25 épisodes enregistrés. Il y a du monde que je connaissais, il y a du monde d'ici que je connaissais pas, puis il y a du monde d'ailleurs, tu sais. Je me souviens d'une rencontre avec une coureuse, Martine Marois, son nom, elle avait fait je te parlais de course de malade de 300 km en Europe, dans les montagnes, elle avait fait une course comme ça, puis on s'était jamais rencontrés, on se connaissait un peu des réseaux, j'ai écrit, elle m'a dit parfait, ça me fait plaisir. Elle est descendue de Montréal une journée, on est allés courir ensemble, on a fait l'enregistrement du podcast. Puis ça a été une super belle rencontre. J'en ai plein d'autres comme ça, tu sais. Ah ouais, c'est parfait, ça. Fait que ça, c'est le fun. Après ça, tu sais, on garde contact. C'est ça. Tu sais, le monde de la course aussi, des ultras, c'est quand même un petit monde. Fait que bon, ça, c'est sûr qu'on se revoit dans des courses après. Mais, tu sais, même d'autres mondes. J'avais passé Rodney Lermite. Tu connais Rodney, là, l'équipe à casquette à Montréal, qui est un courtier super sharp. Martin Boucher, le courtier tatoué sur Instagram, je sais pas si... Je pense pas, c'est celle-là, je pense pas que je l'ai vue. Non. Ben lui, il n'est pas sorti encore. Ah non, OK, bon, il va sortir juste avant Noël. Puis super sharp, le gars, tu sais, il est descendu de Montréal une journée. On a fait le podcast, après ça, on est allé au bureau à Médéric, où on a passé une partie de la journée ensemble. Super sharp, là, tu sais. Fait que ça, c'est des rencontres le fun à faire. Ben oui, tu sais, puis tu sais, veux pas, faut que tu parles, tu sais, en faisant un podcast, et ça, c'est une conversation, fait que tu vas en apprendre, là, peu importe, là, tu sais, parce que la conversation, elle va où est-ce qu'elle s'en va, tu sais. Oui, j'ai des questions, mais, tu
on suit le flow. Je ne vais pas te couper en disant OK, on arrête. Puis c'est ce que j'aime, moi, d'un podcast. Puis tu en apprends différemment. C'est un format plus long. Ouais. Ouais, puis t'es super bon aussi dans ce que tu fais, là, dans le sens que la conversation est naturelle. Là, c'est pas trop comme cartésien. OK, prochaine question. Là. Non, il faut. Pas comme sur un plateau de télé, mais tu vas remarquer aussi que. Puis tu l'as peut-être déjà remarqué si tu rencontres du nouveau monde ou des nouveaux clients depuis que tu fais ça. Mais le monde. Écoute, man, vendredi, c'était bizarre. Il y a du monde qui venait me voir. Puis, écoute, j'ai pas des milliers de views là, sur mes épisodes de podcast. Là. Mais là, hey Steph, ça va? Puis, ouais, comment tu t'appelles? Genre, je sais pas, je savais pas c'était qui, tu sais. Puis les autres me connaissent. Puis là, ils savent, mettons, des affaires que je parle parce qu'ils m'ont écouté. Puis là, c'est tout le temps un peu bizarre. C'est le fun, mais c'est un peu comme. Non, c'est vrai. Si j'ai un podcast, tu m'as entendu sûrement dire ça, tu sais. Mais les clients, il y a comme un lien de confiance qui s'établit beaucoup plus vite. OK. Ouais. Okay. Mais c'est un filtre, hein? Ça sert de filtre. Le monde qui vont coller, qui vont. Hey, j'ai une transaction immobilière à faire, c'est avec toi que je veux la faire, je te suis depuis. Non, c'est ça. Puis comme à ta rencontre, ça. Tu sais, parce que dans les rencontres, majoritairement du temps, ben non. Quand tu connais pas la personne, tu sais, il y a toujours une sorte d'introduction. Tu essaies de comprendre qui qu'elle est. Elle essaie de te comprendre. Un peu au début, là, tu poses des questions, tu t'ajustes. Mais elle, il y a une longueur d'avance sur ça, tu sais. Fait que ça facilite probablement le produit fini, tu sais, quand tu es capable de saisir une personne puis la personne te saise. C'est là qu'il y a une relation, je pense, qui commence là, à ce moment-là. Là, ben, exactement. Puis, tu sais, aussi, tu sais, quand tu vas rencontrer un client, c'est pas à propos de moi, tu sais. Ça, c'est la vente, là, c'est la base de la vente. Là. Ben ouais. C'est pas à propos de moi, puis j'ai fait telle affaire, j'ai vendu tant de maisons, puis voici mes trophées, puis ça, le monde s'en calisse. Là. Le monde, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Fait que, déjà, j'ai pas besoin de parler de moi. Si me connaît, mettons, là, c'est pas tout le monde qui écoute mon podcast, évidemment, puis qui me connaît, mais un client qui m'aurait vu par rapport à ça, ben on va parler de lui comme 95%, 98% du temps. C'est quoi ton projet? Parle-moi de ta maison, parle-moi de c'est quoi le... Là, là, je vais poser un paquet de questions. Mais le lien de confiance, il est déjà établi parce qu'ils savent. Par la bande, il en a appris sur toi avant même de toi. Non. Exactement. Non, c'est parfait, ça. Puis là, on est rendu à 1h15, man. C'est d'un plus long que j'ai fait à date. J'apprécie, gros, que tu sois venu. Comment que le monde peut te contacter là, en ce moment? Là, écoute, on a un site web justement qui est en train de se faire monter en ce moment. Ça devrait être prêt juste avant les fêtes. La meilleure façon, c'est sur les réseaux, là, Facebook, Instagram, YouTube. Numéro de téléphone? Ouais, tu peux le mettre à l'écran. Écoute, c'est tellement rare maintenant que je donne même plus mes cartes, moi. Ah non, ouais. Okay. J'ai comme un genre de petite application, là, puis ça l'envoie comme tous les liens. De tes affaires. Facebook, Instagram, courriel, tout ça. Mais le numéro 819-328-0319. Voilà. Si jamais. Mais les réseaux, c'est vraiment la façon la plus facile de me rejoindre. Le podcast Soulman aussi. Ben, c'est ça, je m'en allais le plugger. Là. Non, c'est ça. Podcast Soulman. J'avais même, écoute, ça faisait genre 3-4 ans, je me disais un jour, je vais avoir un podcast, je vais appeler ça le podcast Soulman. Genre, moi, j'aime les jeux de mots, là, tu sais. Mais sans savoir qu'un jour, ça serait vraiment ça. Puis là, je cherchais pour un nom. Puis là, on dirait que tous les noms que je trouvais, j'étais comme, je sais pas, c'est cheesy ou comme c'est trop long. Ou là, je dis, fuck it, podcast Soulman, je le fais, tu sais. Puis, c'est bien. Ben oui, c'est ça passe, le monde qui... Ben oui, c'est bien, man, ça s'écrit bien. Le nom de famille, là. Fait que là, je suis rendu à épisode... La semaine prochaine, l'épisode 24 sort. C'est un épisode aux 2 semaines. Fait que YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Voilà. Fait qu'on va mettre les liens dans la description. Thank you tout le monde. Merci d'avoir venu. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sa petite cloche si jamais vous voulez recevoir les podcasts dans le feed de YouTube. Puis that's it, man. Thank you. C'est important, ça. C'est ça qui fait toute la différence de s'abonner à la page. Ça coûte rien. Show some love. Ça t'encourage. Ouais. Merci, man. Thank you, man. Ciao. Ciao. This was the Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube.